Bonjour à tous, il est 11 heures. Rendez-vous avec cette conférence live Before Bank Décideur TV. Nous allons aujourd'hui parler de placement boursier. En effet, il y a pas mal d'actions en ce moment et depuis le début de l'année en bourse. Faut-il encore rentrer dans les marchés? Faut-il au contraire en sortir si vous y êtes déjà? Bref, que faire? Alors autour de la table, deux spécialistes pour éclairer nos lanternes. Nous accueillons aujourd'hui Marie-Jeanne Missoff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante chez Mandarine Gestion, que vous venez de rejoindre il y a quelques mois, et vous avez en charge notamment le fonds Mandarine Europe Opportunité. À vos côtés, on retrouve Hubert Tassin que les assidus de Décideur TV connaissent bien. Bonjour Hubert, ancien patron, on le rappelle, du Journal des Finances, d'Investir, de BFM Business, et aujourd'hui à la tête de bourseacademy.com. Alors, on va, vous le savez, c'est une émission interactive, on est ensemble pour 45 minutes. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat qui se trouve soit à côté, soit en dessous du player, sur Décideur TV, sur Before Bank également, et sur le site Facebook où vous pouvez nous retrouver en direct également. On va prendre toutes vos questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées sur le site de Before Bank en amont. Mais peut-être avant de prendre les questions, j'aimerais un petit tour d'horizon global. Marie-Jeanne, votre sentiment? On vit une période assez intense en ce moment sur les bourses. Est-ce qu'on continue à monter? On a fait une grosse progression depuis quelques mois. Est-ce qu'on ne se pose pas de questions? Des questions s'en posent beaucoup puisque, comme vous le voyez, les marchés sont un peu volatiles. La volatilité a un petit peu augmenté ces derniers temps. En fait, il y a quand même une trame de fond qui est très, très porteuse puisqu'on a quand même des taux d'intérêt excessivement bas et maintenus à des niveaux excessivement bas par les banques centrales mondiales, en fait, particulièrement la banque américaine qui, avec sa politique de quantitative easing, les maintient à des niveaux très bas. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur des marchés actions. Alors, il y a de la volatilité parce qu'on sait que cette politique d'oxygénation extrême du marché américain ne peut pas durer indéfiniment. Et on sait que la Banque centrale américaine va diminuer un petit peu ses interventions. On est un peu sous perfusion, en effet. Voilà. C'est vraiment les liquidités montent et le niveau de la mer avec. Oui, on est sous perfusion, mais bon, on voit que la Banque du Japon, le Premier ministre japonais et la Banque du Japon ont suivi la même direction. On est sous perfusion, mais le danger est faible. Pourquoi ? Il est faible parce que, premièrement, il faut que les économies se redressent. Et l'espoir, c'est que l'économie américaine fasse buvard sur les autres. Mais surtout, peut-être surtout, le système bancaire n'est pas totalement sauvé. Et donc, la Réserve fédérale en particulier, mais également les autres banques, y compris peut-être la Banque centrale européenne, vont continuer à injecter des liquidités, à subventionner les banques en leur donnant de l'argent à zéro. Et donc, on est un peu dans un scénario idéal. Et l'exemple, c'est la Réserve fédérale. Et on sait que son président, Ben Bernanke, est un obsédé de la stratégie qui a été suivie en 1937 et qui a fait plonger l'économie encore plus que celle du krach. On a retrouvé qu'en 1942 la production industrielle. Marie-Jeanne, vous croyez à cette adhésion à la Banque centrale, de la Banque centrale européenne à une politique d'afflux de liquidités sur les marchés? Ça pourrait être un troisième moteur. Après, en effet, les États-Unis qui pourraient ralentir, le Japon qui s'y met. Est-ce que la BCE va s'y mettre? Je pense effectivement que M. Draghi s'y prépare, en fait. Pour l'instant, il n'a pas la faculté de le faire, puisqu'on est quand même à la veille d'élections allemandes et que l'Allemagne est plutôt opposée aujourd'hui. Donc je pense qu'avant les élections, il n'y aura pas tellement de nouveaux mouvements de M. Draghi. M. Draghi a déjà montré sa détermination à faire avancer l'Europe. C'est quand même lui qui a sauvé quand même l'euro il y a un an avec sa déclaration d'intervention quoi qu'il arrive. Et donc aujourd'hui, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il en rajoute encore une couche, si on peut dire, avec une politique de quantitative easing européenne. D'ailleurs, il y a une conférence de presse qui aura lieu tout à l'heure dans le début d'après-midi. Draghi, il faudra bien un moment qu'il passe des paroles aux actes. Donc pour le moment, la parole est suivie. On sait que pour un banquier central, la parole c'est très très important. Mais il y aura des actes. Alors il n'y aura peut-être pas des actes de la violence évidemment des États-Unis ou du Japon, notamment parce qu'il n'a pas le volant budgétaire que le Japon fait jouer. Aux États-Unis c'est plus fin puisqu'on rappelle un peu d'impôts.
avec leur système automatique, mais la Banque centrale injecte. Donc on se retrouve dans un scénario idéal, mais le scénario idéal, on cherche comme toujours le signe noir. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être la fin de cette politique-là et des ruptures, notamment sur les marchés de taux, mais on ne les voit pas. Alors justement, France nous pose une question. La BCE va-t-elle à nouveau baisser son taux directeur aujourd'hui? On est à un plus bas historique, 0,5%, en tout cas depuis la création de l'euro, on le rappelle. Vous croyez ça à une baisse? La dernière est récente. Est-ce qu'on peut aller encore plus bas aujourd'hui? Moi, je ne vois pas pourquoi. Sachant que la dernière intervention, comme vous venez de le souligner, est très récente, je ne m'attends pas à un nouveau mouvement aujourd'hui. Je ne pense pas que les marchés l'attendent non plus. Je pense que les marchés attendent plutôt après les élections allemandes un nouveau geste de la BCE. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'attentes de ce côté-là. On est quand même... Hubert, vous êtes sur cette ligne aussi? Oui, tout à fait. De toute façon, on est à des tels niveaux que c'est plus de la psychologie qu'autre chose, de baisser de 0,25 le taux directeur. Les mesures non conventionnelles, comme on dit, en revanche, pourraient avoir de l'impact, mais il n'y a pas le feu au lac. On voit bien que le point bas du cycle européen, on n'est pas très très loin, et donc c'est ça qui est surveillé. C'est-à-dire éviter la dégradation, amorcer le rebond, mais le rebond, il va s'amorcer aussi un peu tout seul, quand même. Donc, alors comment on explique ce trou d'air actuel, cette hésitation? En effet, on montait quasiment en ligne droite. Il y a des rendez-vous importants encore avec l'emploi là, qui va tomber demain aux États-Unis. Comment est-ce qu'on explique finalement cette angoisse? En fait, les marchés sont très partagés parce que d'un côté, ils ont ce quantitative easing qui soutient avec ces taux très bas. De l'autre côté, on voit l'économie qui redémarre, mais qui redémarre mollement, mais quand même suffisamment pour arrêter justement cette intervention de la Banque centrale. Donc on est entre les deux. Si vous voulez, les marchés actions, ça se mesure à partir de deux choses. Il y a les bénéfices au numérateur, les taux d'intérêt au dénominateur. Pour l'instant, ce sont les taux d'intérêt qui ont été en baissant, qui ont propulsé les marchés à la hausse. Maintenant, il faut que ça soit le numérateur. Voilà. Il faut que le numérateur augmente, il faut que les bénéfices des sociétés augmentent. Aujourd'hui, on a quand même des signaux de reprise aux États-Unis, mais c'est encore un peu... La réponse à votre question était dans la question. Pourquoi est-ce que les marchés hésitent? C'est parce qu'ils ont beaucoup monté avant. Oui. C'est que quand vous avez 6 ans de hausse à Wall Street, hésiter sur les plus hauts, hésiter sur un record, c'est pas dramatique. Quand vous avez quand même... maintenant presque un an de hausse sur les marchés européens, c'est assez violent. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que la saisonnalité qui est mauvaise, le fameux mois de mai, a plutôt vu une consolidation horizontale, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a consolidé sur les niveaux et on n'est pas allé chercher sensiblement plus bas, y compris face à une baisse de la bourse japonaise assez violente qui, elle se justifie compte tenu du parcours. Vous anticipez sur mes questions. Un internaute nous demande, au Japon, est-ce une simple correction technique ou un retournement? On rappelle qu'on avait pris presque 80% d'accélération sur un an, qu'il y a eu un gros décrochage d'environ 7% avec des interrogations sur un ralentissement éventuel en Chine avec un mauvais ISM. Qu'est-ce qu'il faut penser du Japon qui avait en effet qui a beaucoup accéléré avec Abe? Je pense que la politique du gouvernement est quand même très, très agressive. Il y a à la fois une politique monétaire très agressive, comme on a pu le voir, avec des taux qui doivent baisser très fortement et qui baissent très fortement. On a à la fois une politique de relance avec des dépenses budgétaires et le troisième volet, maintenant, ce sont des réformes économiques. Donc je pense qu'ils mettent vraiment le maximum pour que ça marche et je ne vois pas comment... au Japon, parce qu'en fait, ceux qui nous regardent veulent des réponses très concrètes. Est-ce que vous, même si ce n'est pas votre terrain de jeu de prédilection, vous êtes plus sur les actions européennes, mais chez Mandarine, globalement, vous croyez au Japon? Alors nous avons surtout des fonds européens chez Mandarine, donc malheureusement, nous n'avons pas d'expertise là-dessus, mais je pense que sur un fonds international, ce n'est pas absurde d'avoir du Japon en couvrant sur le yen, parce que c'est clair que cette politique de taux... Moi, je pense qu'il faut jouer le Japon aussi. Il faut jouer le Japon. Ils ont touché le fond de la piscine d'une certaine manière. L'économie se repositionne, les entrepreneurs se repositionnent. Alors les indices, c'est un peu compliqué, comme on le sait, tous les indices sont compliqués, mais alors particulièrement au Japon... il y a eu un premier passage de fait, mais c'est un pays qui est financé. Ce qui est important de comprendre au Japon, c'est que quand on creuse les déficits, ce sont les Japonais qui prêtent à 0% à l'État. Ce n'est pas du tout comme quand on creuse les déficits en France ou en Italie. Ouais. En effet, le point que vous soulignez, il faut se couvrir sur le yen parce que la hausse du marché japonais peut être faite au détriment du yen. Et quand on est en euros, il peut y avoir un deuxième effet qui se coule qui n'est pas très agréable. Qui n'est pas cool du tout, qui peut ne pas être cool du tout. Ça dit, probablement l'essentiel de la baisse du yen contre le dollar ou même l'euro doit être faite, puisque
on voit bien que la politique des banques centrales, et notamment celle de la BCE, va être quand même d'essayer d'affaiblir l'euro. Alors pour refermer ce chapitre des banques centrales, Robert nous demande, la Fed qui va réduire ses achats d'actifs obligataires, est-ce rassurant ou inquiétant? Est-ce un signe de reprise de la croissance ou pas? De toute façon, on sait que la Fed ne fera ce mouvement que si la croissance est là. Étant donné que dans le mandat de la Fed, et là c'est la distinction qu'il y a entre la Fed et la Banque Centrale Européenne, la Fed a dans son mandat le maintien de l'emploi. Et donc le maintien de l'emploi, il faut que le taux de chômage arrive au niveau de 6,5. On est, je crois, dans les 7,2. On sait que les 6,5, on va y arriver cet été. C'est un atterrissage. Donc on sait que de toute façon, elle n'a plus les raisons aujourd'hui d'augmenter, d'être aussi agressive qu'elle l'était et qu'elle va petit à petit se retirer. Maintenant, on voit donc bien comment. C'est bon signe, ça veut dire que l'emploi va mieux. Exactement. Oui, donc, on ne le voit pas encore de manière assez violente. L'indicateur, ce sera ce qu'on appelle la courbe des taux, c'est la hiérarchie des taux d'intérêt qui montrerait qu'effectivement on anticipe une croissance. Au jour d'aujourd'hui, la Fed peut se permettre d'être très, très accommodante, encore une fois, parce que pendant ce temps-là, le budget fédéral rappelle un petit peu de déficit. Donc, il y a à la fois cette fameuse peur de 1937, il veut éviter à tout prix, les banques à soutenir, et ça c'est quand même extrêmement important, et enfin le fait que dans le partage, la Banque centrale reste très, très, très agressive, mais le budget lui-même, pour des raisons assez techniques et politiques, est plus récessif en fait. Alors j'aimerais vos lumières sur un terme qu'on a oublié, qui a fait peur à la fin de l'année dernière, c'était le fameux fiscal cliff. Voilà, tout le monde agitait cet épouvantail. On rappelle ce que c'est, des coupes automatiques dans le budget aux États-Unis qui risquaient, certains nous promettaient de grosses décélérations de croissance, 2 points de croissance en moins. Est-ce que c'est moi qui ai raté un épisode ou finalement il ne s'est rien passé? Non, je pense qu'en fait, l'impact à court terme ne s'est pas encore trop fait sentir. Je crois qu'il y a un effet qui est plutôt décalé dans le temps. Enfin, historiquement, je crois que les études montrent qu'au début, les mesures restrictives budgétaires n'ont pas un impact sur l'activité immédiate. Par contre, au deuxième semestre, ça pourrait continuer à peser. Donc c'est pour ça qu'on pense que la Fed va sortir, la sortie de la Fed sera très très soft pour justement vérifier que l'économie est là. En fait, l'accord du 31 décembre était un accord d'un genre particulier, puisqu'il fallait que les démocrates et les républicains disent qu'ils avaient gagné tous les deux. Les démocrates ont gagné avec les dépenses, et les républicains n'ont pas eu les hausses, ils les ont de manière automatique dans le temps. Donc ça va prendre du temps et ça accompagne la croissance. C'est surtout ça, c'est que ça atténue la croissance, comme dit ma voisine, mais en revanche, ça ne contradit pas le cycle de manière violente. Une question de Mathieu qui l'a posée sur le site Before Bank en amont de l'émission. Quels sont les secteurs de niche de l'économie actuellement? Avez-vous quelques exemples de sociétés françaises ou européennes? Encore une fois, ceux qui regardent cette émission cherchent de bonnes affaires. Est-ce que vous pouvez partager des tuyaux ou en tout cas des convictions, Marie-Jeanne? Alors, moi, peut-être déjà pour planter le décor, moi j'investis surtout dans les valeurs de croissance européennes. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un grand débat. C'est quoi une valeur de croissance? Parce qu'on emploie beaucoup ces termes, mais peut-être que tout le monde n'est pas familier avec. C'est quoi une valeur de croissance? Alors en fait, il y a une espèce de segmentation du marché avec d'un côté ce qu'on appelle la value et de l'autre côté ce qu'on appelle la croissance. Donc les valeurs de croissance qui ont très bien performé ces dernières années sont les valeurs de croissance défensive, ce que les Anglais appellent les consumer staples, tout ce qui est biens de consommation de base comme l'alimentation, la boisson, la pharma, donc les biens de nécessité dont on ne peut pas se passer, qui ont du coup pu traverser la crise sans encombre. Donc ces valeurs-là aujourd'hui sont chères parce qu'elles ont délivré de la croissance dans un environnement difficile. Et aujourd'hui, on s'interroge sur la valorisation et leur perspective. En face, il y a la value. La value, c'est principalement aujourd'hui le secteur bancaire qui est descendu à la cave pour beaucoup de raisons. Value, c'est les valeurs bon marché. Voilà, où il y a vraiment de la valeur, des valeurs d'actifs qui sont où il y a un potentiel entre le prix en bourse et l'inventaire des actifs. On achète 60 € des billets de 100, c'est ça. Voilà, exactement, c'est ça l'idée. Alors il y a évidemment des secteurs cycliques aussi qui ont souffert de l'activité économique qui n'était pas assez forte. Donc voilà, la dichotomie est là. Faut-il être du côté défensif croissance, du côté value plus agressif, avec plus de ce qu'on appelle le bêta, c'est-à-dire plus de sensibilité au marché. Vous êtes de toute façon croissance par définition. Moi, je suis croissance par définition. Maintenant, au sein de la croissance, on peut être un peu souple aussi quand même. On n'est pas des ayatollahs, on n'est pas obligé d'avoir que des valeurs du secteur alimentaire.
Au sein des valeurs traditionnelles défensives, il y a la pharmacie. Je suis toujours très positif sur ce compartiment-là, sur cette partie-là du marché. Malgré les politiques de réduction des déficits sociaux qui se mettent en place en Europe. Alors, il y a deux choses pour les pharma. Il y a cette réduction des déficits sociaux qui est préoccupante. Et il y a aussi ce qu'on appelle le patent cliff, qui est en fait l'arrivée... Encore un cliff. Encore un cliff assez dramatique il y a pour les pharma. Voilà, c'est- c'était une falaise qui a été très raide, avec les sociétés pharmaceutiques qui étaient très bénéficiaires, qui ont été déficitaires, en fait, avec justement de la tombée dans le domaine générique de beaucoup de leurs principales molécules. Mais ces sociétés se sont adaptées à ce nouvel environnement, elles ont continué leur recherche, elles se sont redéployées sur d'autres créneaux de la consommation pharmaceutique finalement plus courante. Certaines sont très bien implantées dans les émergents, comme par exemple Sanofi, et donc devraient bénéficier de la croissance d'une classe moyenne émergente. Et donc, je reste très, très positif sur ce créneau-là. Donc alimentaire, pharma. Alimentaire peut-être plus prudente parce que les valorisations sont très élevées. Sur la pharma, on aime bien. Et puis enfin, le secteur cyclique peut aussi être pour moi considéré comme un secteur en croissance, puisque nous avons des cycliques de croissance. Par exemple. Alors par exemple, pour moi, le secteur aéronautique est un secteur cyclique en croissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des cycles qui montent, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une droite qui monte, c'est la croissance long terme. Et autour de cette droite, il y a une cyclicité, sachant qu'évidemment... Là, c'est une double croissance, en fait. Voilà. Alors, on peut avoir une double pente. On a eu la double pente récemment avec une accélération. On voit bien les commandes de ADS. On a tous les jours les Safran, les Zodiac en bénéficient pleinement. Et là où des Safran et des Zodiac sont moins cycliques, je trouve, qu'elles ne l'étaient hier, c'est qu'aujourd'hui, elles vendent à l'industrie aéronautique mondiale. Elles vendent aussi bien aux constructeurs européens qu'américains, asiatiques ou sud-américains. Donc le cycle est moins prononcé. Hubert, même question. Quelles sont vos approches, vos thèmes Résolument la croissance. Résolument la croissance. Je ne pense pas que la gestion value soit à l'ordre du jour. On peut le regretter parce que c'est très amusant. C'est vrai que les entreprises ont du cash d'un certain côté, donc il peut y avoir des opérations. Les opérations sont éventuellement encore à des cours un peu tirés. Les entreprises ont du cash, les taux sont bas, mais l'idée, c'est la croissance. C'est pas la value, c'est pas la décote sur une valeur, la croissance de conviction. Moi, je pense qu'on ne doit pas abandonner les valeurs qui ont surfé sur l'émergence d'une classe, ce qu'on appelle les nouveaux riches des grands pays. Alors évidemment, le luxe, moi je pense que Pépère, qui est en retard sur LVMH ou même Richemont, qui s'appelle maintenant Kering, peut marquer son retard. Son retour, moi je reste persuadé que L'Oréal ou Essilor, et surtout L'Oréal pour des raisons en plus liées à son capital, sont des choses à jouer. Ça c'est la croissance facile. Quand on parle de Sanofi, de L'Oréal, d'Essilor, c'est des noms qu'on entend tout le temps. Est-ce qu'il y a des plus petites valeurs, des valeurs peut-être moins connues, sur lesquelles on pourrait prendre un peu plus de risques? Non, alors après, il y a le cycle quand même. Après, il y a le cycle, et je suis d'accord avec Marie-Jeanne, le cycle, c'est vraiment le moment de mettre un peu de cycle dans les portefeuilles. Alors, l'aéronautique, en plus, on est à la veille du Salon du Bourget. Il va y avoir des floppés et des floppés de contrats. L'avantage de Safran et Zodiac, qui sont aussi mes deux préférés, c'est qu'on vende des Boeing ou qu'on vende des Airbus, dans les deux cas, ils fournissent. Donc là, c'est très bon. Effectivement, alors là, on est dans le domaine des valeurs qui ont beaucoup monté. Peut-être moins Safran que les autres, et peut-être moins PPR que LVMH ou L'Oréal. En revanche, dans le cycle, à quel moment il faudra aller plus profond dans le cycle sur du Nexans, qui a bien monté aussi, mais qui a peut-être du retard là-dessus. C'est trop tôt sans doute pour aller sur les cimentières ou sur la sidérurgie, mais l'idée, Saint-Gobain, par exemple, Saint-Gobain qui est juste un peu avant, commence à être une valeur à recommander. D'accord. Alors Tudor, qui dormait peut-être, nous redemande la définition entre valeur value et valeur croissance. C'est la preuve qu'on ne fait jamais assez de pédagogie là-dessus, on en parle un peu en jargon. Si on devait redonner pour Tudor une définition très simple. En fait, c'est deux angles d'attaque très différents. Quand vous êtes gérant value, vous vous intéressez à la valeur des actifs détenus par la société. Vous regardez son bilan et les différents postes, les immobilisations bilan, qu'est-ce qu'elles recouvrent, quelles sont leurs valorisations. Donc c'est une approche de valorisation d'actifs. Quand vous êtes gérant croissance, vous regardez les bénéfices des sociétés et la tendance à la croissance de ces bénéfices. Donc c'est compte de résultat versus bilan. Oui, voilà, exactement. Vous êtes plutôt sur le compte de résultat, vous regardez la croissance du chiffre d'affaires, l'évolution de la marge, la pérennité de la marge, c'est toutes ces données-là. Donc c'est clairement des données d'exploitation
L'autre approche value, c'est plus le bilan. Voilà, j'espère qu'on a répondu à Tudor. Raoul nous demande que penser de la bourse des PME. Bah oui, on l'avait oublié, il y a Alternex qui vient de se lancer. Alors c'est un peu une refonte d'Alternex, de compartiments existants, avec toujours la même idée. Il faut, la croissance de demain se prépare au niveau des PME, faire grandir les ETI. Est-ce que c'est des choses que vous regardez, ça, Marie-Jeanne? Alors en fait, non, parce que j'investis plutôt sur des larges caps européennes et je suis un peu sceptique dans la mesure où aujourd'hui, les valeurs de petite capitalisation, de très petite capitalisation, souffrent aujourd'hui d'un manque de liquidité. C'est très difficile pour un investisseur. C'est un peu la raison d'être d'ailleurs de cette bourse, hein, oui, c'est oui, d'essayer oui, de faire mais une piscine un peu plus large oui, pour mais que on ces crée petits poissons l'offre. puissent nager. Il faudrait qu'il y ait une demande en face et pour créer une demande en face, il faudrait qu'il y ait des incitations fiscales très fortes pour que les investisseurs y aillent. Aujourd'hui, il y a déjà un compartiment de petites valeurs européennes, enfin françaises, qui souffrent d'un manque de liquidité. Donc un nouveau compartiment. Mais Thomas, en 82, M. Delors a créé le nouveau marché pour remplacer le compartiment spécial du hors-cote. Ouais. Et depuis tous les 5 ou 6 ans, on change le nom. On change le nom. Ce serait quoi la bonne idée alors pour aider justement enfin ces petites entreprises européennes à se financer sur les marchés? Ça serait peut-être de mettre une poche dans le PEA. C'est-à-dire que vous pouvez dire il y a 30 000 de plus ou 20 000 de plus dans les PA, mais qui est consacré à ça. Et donc là-dessus se créent des... Et l'assurance vie, il n'y avait pas une réflexion en cours? Oui, mais l'assurance vie, on ne peut rien faire. Rapter l'assurance vie, c'est un rêve, mais c'est un rêve de socialiste, si j'ose dire. Alors, justement, à propos de PEA, un internaute nous demande, dans le cadre d'un PEA nouveau, que choisir? Là, si j'ouvre aujourd'hui un PEA, je mets quoi dedans? Moi, je pense qu'il faut mettre... Bon, je vais plaider pour ma chapelle, oui, excusez-moi. Allez-y, profitez-en. Bon, moi, étant gérant de croissance en valeurs européennes, j'ai des fortes convictions sur mon compartiment. Je pense d'abord, je pense qu'il y a des bonnes perspectives pour le marché boursier européen. Effectivement, ça va être volatile, on le voit. Il faut accrocher sa ceinture, mais je pense que la tendance de fond est là, puisqu'on a M. Draghi qui continue, qui est toujours avec une politique de taux qui restera accommodante, et une économie qui va redémarrer. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est le redémarrage américain. Traditionnellement, c'est favorable à la bourse européenne, qui a tendance à surperformer, paradoxalement, quand l'économie américaine redémarre. Donc je pense qu'avoir des actions européennes aujourd'hui, un fonds PEA d'actions européennes, c'est pas absurde. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut jouer la croissance mondiale, et essayer de trouver des supports pour le rebond conjoncturel dans l'Europe du Sud. Parce que l'Italie, qui est presque aussi grosse que la France ou l'Allemagne, c'est une très très grosse économie. C'est une économie qui a fait des efforts de restructuration, qui peut redémarrer. Et donc, valeur de croissance internationale et valeurs qui bénéficient un peu de l'Europe du Sud. Et puis, je rajouterais, ce qui est amusant, vous me parlez des petites valeurs, ce n'est pas forcément des petites valeurs, mais d'avoir une petite poche sur le low cost. Le low cost, c'est quelque chose qui est appelé à durer, ça marche. Alors c'est vrai que Free, c'est l'exemple. L'exemple, c'est Free, évidemment, il va meilleur du fric du France Télécom, qui s'appelle maintenant Orange. Mais le low cost, que ce soit le distributeur espagnol Dia, que ce soit Zara, etc., ouais. C'est un concept. Moi, je rajouterais aussi tout ce qui est transport aérien, parce que je suis très positif à Ryanair et EasyJet, donc je suis très contente de vous entendre parler du low cost, parce que c'est un secteur que je favorise beaucoup. Oui, non, mais oui, un permis existe, comme on dit. Alors, une question sur la Turquie. C'est vrai que c'est un pays qui vit des turbulences en ce moment. L'indice Turquie, nous dit Gérard, fait un bon parcours début 2013. Il vient de chuter brutalement et on comprend la raison. Peut-on considérer cet événement comme une opportunité pour rentrer ou bien doit-on se tenir à l'écart? Est-ce que vous avez des lumières sur les valeurs turques? Est-ce que ça fait partie de votre scope ou c'est pas encore, c'est encore en marge de l'Europe? Pas sur ce fonds en fait, mais précédemment dans une vie antérieure, j'ai géré des fonds qui étaient investis sur la Turquie. Donc c'est un marché que je suis de près, c'est un marché passionnant à suivre, c'est une économie extraordinaire, en forte croissance, très dynamique. C'est le seul pays émergent d'Europe avec toutes les caractéristiques d'un pays émergent, une population en très forte croissance et un rattrapage très rapide et une économie bien formée, et une population avec un niveau de formation quand même assez élevé. Donc, faut profiter de cette baisse du marché. Moi, je dirais prudemment, parce qu'on est quand même, M. Erdogan, pour la première fois, a des problèmes. L'opposition se manifeste de façon musclée pour la première fois. Il a pris des mesures musclées et il ne fait pas assez attention finalement à toute une partie de la population turque qui n'est pas tout à fait d'accord avec ces orientations. Donc je pense que là, on va avoir une phase un peu difficile. Oui, je pense qu'il faut être prudent. Si on a un horizon long terme, ce n'est pas idiot de commencer à accumuler, mais il
faut pas être trop nerveux, quoi. Hubert, des lumières sur la Turquie? Non, aucune. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher des coups. Il y a suffisamment d'opportunités dans des choses qu'on comprend et qu'on connaît pour ne pas aller chercher des coups qui sont soumis à la politique et à une politique déjà chez nous on ne comprend pas très bien. En Italie, on ne comprend rien du tout. Alors en Turquie, c'est vraiment très long. C'est très compliqué. Que pensez-vous de l'Asie? Alors on repart un peu de l'autre côté. Alors c'est peut-être une question un peu vague, mais elle nous est posée. Non, c'est-à-dire qu'après cette dévaluation compétitive du Japon, il faut peut-être s'intéresser au reste de la zone. Donc moi, je regarderais facilement la Corée. Je regarde facilement la Corée, soit par l'Indie, soit par ses valeurs vedettes. Bon, il y en a une, c'est Samsung, qui est plus qu'une valeur vedette coréenne, c'est une valeur mondiale. Mais même les automobiles, tout ça, on a pris plein la figure avec les dévaluations compétitives japonaises, mais c'est des gens qui s'adaptent très 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 vite. Et donc, c'est pas la France ou l'Allemagne. C'est pas la vieille Europe. Marie-Jeanne, vous avez des idées sur l'Asie, même si c'est loin de votre terrain de jeu? Non, enfin, c'est pas si loin parce qu'évidemment, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Asie et notamment en Chine où on voit que l'économie ralentit. Et puis, non, mais on s'intéresse. Enfin, les sociétés dans lesquelles on investit, forcément, sont très présentes sur ces pays-là puisque c'est là que ça se passe. C'est là où il y a de la croissance. Alors maintenant, la croissance chinoise ralentit fortement, donc on s'inquiète beaucoup sur l'évolution de l'économie chinoise. On va quand même rester en Chine à des taux de croissance supérieurs à 7%, donc c'est quand même des niveaux assez élevés. Moi, je pense que pour un investisseur français, c'est plus facile d'adresser ces marchés-là au travers de sociétés européennes qui sont déjà sur ces places-là. D'ailleurs, certaines, par exemple, moi j'ai investi récemment dans mon fonds sur Prada, qui est une société du secteur du luxe, et qui est cotée à Hong Kong. Alors c'est une société italienne, puisque son siège est en Italie, mais elle est cotée à Hong Kong parce que son marché est en Asie. On entend ça souvent, hein. Si vous voulez investir en Asie, il vaut mieux le faire via LVMH que d'aller acheter directement le futur LVMH chinois en direct. Le marché du shampoing en Chine, c'est vous L'Oréal. pouvez acheter du L'Oréal et vous êtes certain d'en bénéficier. Vous pouvez acheter du Beiersdorf, vous êtes certain de bénéficier de la croissance chinoise. Alors, en revanche, il y a un secteur que le nouveau modèle de la croissance chinoise a stoppé, à mon avis, relativement durablement, c'est le secteur des matières premières en général, et notamment du pétrole et de ce qui tourne autour, qui a à la fois les gaz de schiste d'un côté, pétrole de schiste, de sable, etc., et d'autre part, moindre croissance chinoise. Cet internaute qui nous demandait de préciser nos idées autour de l'Asie va plus loin. Il parle de Thaïlande ou de Philippines. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus que vous avez en tête là, il faut être un peu plus pointu. Alors, si vous voulez, en fait, c'est vrai que les grandes valeurs européennes, comme celle qui a été citée précédemment, LVMH, L'Oréal, sont présentes dans tous les émergents. On parle toujours de la Chine parce que ça a été le premier marché, c'est le plus gros. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un relais du côté des autres places asiatiques avec le Vietnam, c'est des marchés mûrs, en fait, en croissance. termes financiers, en termes de bourse. C'est-à-dire que si j'investis demain dans une valeur thaïlandaise, je sais où je mets les pieds. Non, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, il faut gérer les devises. Ouais. Et moi, je serais assez prudente parce qu'en fait, on voit aussi une corrélation qui n'est pas bonne pour les marchés émergents. Quand le dollar remonte, et on peut s'attendre à une remontée du dollar, les émergents ne se portent pas très bien. Donc, je pense que c'est plus sûr de rester sur des marchés européens et de jouer la thématique croissance au travers de valeurs européennes aujourd'hui. Il y a des bonnes affaires à la maison, encore une fois. Voilà. Pourquoi se compliquer la vie? C'est l'exotisme aussi, hein, ça attire. Quel est le secteur le plus porteur pour un investissement sur les marchés émergents? Bonne question. Les émergents, c'est déjà une pente de croissance. Où est-ce que la pente est la plus forte? Alors, il y a une pente qui était très forte, qui est toujours très forte dans le secteur automobile. Et là, vous jouez d'une pierre deux coups, si on peut dire, parce que vous êtes à la fois dans les cycliques qui, a priori, devraient rebondir, comme on l'a vu précédemment, et sur les émergents. Et moi, il y en a une que j'aime beaucoup, et qui est très sûre, c'est la star, c'est Volkswagen. Donc là, avec Volkswagen, vous êtes sur la numéro 1 du secteur, qui est en technologie et a vraiment une longueur d'avance. Elle est en train de développer une nouvelle plateforme qui représente un investissement colossal et qui va commencer à délivrer des économies de coûts de production significatives. Et elle est très très bien positionnée en Asie. Alors, une question d'André qui a été posée aussi en amont de cette conférence. Parmi les actions à rendement, Total est-il un bon choix? Alors, il faut peut-être expliquer... Total est un veau. Voilà. Bon, alors, avant de dire que Total est un veau, il faut expliquer ce que c'est une action à rendement. Ce sont les actions qui servent des dividendes importants. Élevés. Et aujourd'hui, le dividende moyen du CAC 40, par exemple, est très supérieur à ce que rapportent les obligations de l'État. Donc, on se dit, autant avoir un actif
qui me distribue un dividende, mais qui garde de l'argent dans la société, puisque je me valorise 2 fois. Alors, ça, c'est vrai. En revanche, le dividende est souvent un piège. Le rendement, quand il est élevé, c'est souvent que c'est un piège parce qu'on anticipe finalement que ça ne va pas beaucoup s'améliorer. Total et plusieurs des grandes majors pétrolières mondiales, quand je dis ce sont des valeurs qui sont trop grosses pour bénéficier de quoi que ce soit. Elles ne sont pas investies dans les énergies nouvelles, le gaz de schiste, le soleil, tout ce que vous voulez, parce que c'est trop petit pour eux, pour que ça représente quelque chose pour les actionnaires. Elles ne bénéficient pas des hausses et baisses du pétrole, parce qu'elles sont adossées à des contrats de très long terme. Donc c'est absolument sûr. Mais il n'y a pas grand-chose. C'est une obligation, ça n'est que du rendement en fait. C'est pratiquement que du rendement. Alors, et dernier point, toutes les grandes gestions mondiales, c'est-à-dire en fait les gens qui gèrent les engagements de retraite des Américains et des Japonais, ont ces valeurs-là. Ils n'ont pas de raison de les renforcer. Je suis peut-être un peu... Alors, est-ce que vous avez un avis aussi tranché qu'Hubert ? Alors moi, dans les valeurs de rendement, c'est pas effectivement Total un rendement élevé. Je préfère m'intéresser, si je veux jouer cette thématique rendement, à ce qu'on appelle les dividendes growers, ceux qui sont capables de faire croître leurs dividendes. Donc là aussi, je suis plutôt investi dans la croissance, je cherche plutôt des sociétés dont les bénéfices vont augmenter et qui vont continuer à augmenter leurs dividendes. Qui peut faire croître son dividende, par exemple, qui court par Apple Apple, elle part de zéro, donc elle a tout à faire. Ça va être facile. Et elle a beaucoup de cash. Il y a effectivement certaines sociétés technologiques qui ont du cash. Il y a beaucoup de sociétés qui ont du cash. Et d'ailleurs, on voit que les rachats de titres sont de plus en plus importants et beaucoup de distributions de dividendes commencent à augmenter, même dans des secteurs de croissance. Donc, il n'y a pas antinomie entre croissance et rendement. Mais en Europe, vous avez des exemples en tête de rendement en croissance ? Il y en a dans les services pétroliers, si on devait rester dans le pétrole, je pense que des sociétés... Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais des sociétés comme Technip, par exemple, je pense, sont des rendements sympathiques. Les managers ont pris des engagements de rendre plus aux actionnaires. Et Total, alors, vous avez un avis sur Total ? Total, je n'en détiens pas. Si je dois avoir une majeure... C'est déjà un avis. Voilà. C'est déjà un avis, compte tenu du poids dans les indices, c'est déjà un avis. Oui, mais j'ai une gestion qui est très décorrélée des benchmarks, donc à la limite, c'est pas... Donc vous n'êtes pas fan de Total, donc vous rejoignez plutôt Hubert. Alors justement, en parlant de cette thématique rendement, un internaute nous demande, doit-on s'attendre à une baisse des dividendes des valeurs européennes, suite, dit-il, à la crise de liquidité? On l'a vu par exemple chez France Télécom, qui est aussi dans le haut des classements et qui a dû revoir son dividende à la baisse. Est-ce qu'on va vers une baisse des dividendes ? Non, moi je reste assez positive. Les sociétés ont aujourd'hui beaucoup de cash. Elles ont une gestion qui est vraiment au cordeau. Elles ont toutes, avec la crise de 2008, géré leurs actifs au plus près en fait. Et aujourd'hui, elles ont la capacité d'investir. Elles sont prudentes dans leurs investissements, donc elles ont du cash qu'elles rendent à leurs actionnaires. Donc les dividendes sont plutôt en augmentation de façon un peu structurelle et elles rachètent leurs titres. Maintenant, l'exemple de France Télécom, à mon avis, c'est un peu comme Total, en fait. C'est-à-dire que France Télécom n'a plus les moyens de verser ces dividendes-là parce qu'elle doit investir aussi parallèlement. Oui. Mais France Télécom, en plus, a été l'otage du gouvernement français. C'est-à-dire que le dividende de France Télécom, il a été fixé par le directeur du budget qui disait « j'ai besoin de temps ». Donc, c'est pas une bonne manière de gérer le retour aux actionnaires. Et ça montre bien le fameux piège du rendement. C'est-à-dire le rendement facial est élevé, le rendement par rapport aux dividendes de l'année dernière, mais par rapport aux dividendes dans 3 ans, les gens qui ont fait du France Télécom se sont trompés, alors que dans le même temps, la croissance, c'était Iliad, c'est facile de le dire, mais Vodafone aussi, il ne faut pas non plus, il n'y a pas que Iliad qui a monté, Telefonica est à un cours historique, donc la croissance était plus intéressante que le rendement. Alors j'en profite pour vous livrer les résultats d'un sondage qui est paru sur le site Votre Argent, rubrique Mon Argent m'intéresse, donc en lien avec Before Bank, le partenaire de cette émission. Quelle zone géographique privilégieriez-vous pour vos futurs investissements? Vous avez répondu, donc ceux qui ont participé à ce sondage sur Internet, États-Unis 25%, zone euro 30%, Asie 25%, Amérique latine 9% et Afrique 11%. On ne parle pas beaucoup d'Afrique, c'est vrai. C'est un continent promis à une forte croissance, en tout cas qui montre des signaux très intéressants. Est-ce qu'on peut investir? L'Afrique est un continent d'avenir et il risque de le rester un moment, c'est ça le problème. Mais est-ce qu'on peut investir et profiter de cette croissance qui revient sur le sol africain? Le meilleur endroit de croissance de l'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Et c'est très très dur de gagner de l'argent en Afrique du Sud. Alors, Et est-ce qu'il y a des sociétés comme pour l'Asie, pour jouer l'Asie, qui sont impliquées? On pense à Bolloré. Oui, voilà, il y a le groupe Bolloré qui est un exemple évident. Il y a les télécoms, il y a Maroc Télécom par exemple. Qui pourrait changer d'actionnaire.
Non, en fait, mais c'est vrai une partie du monde à laquelle s'intéressent de plus en plus les investisseurs et les industriels. Et on peut le jouer aussi au travers de la santé. Par exemple, Sanofi est très très bien développé en Afrique, de façon historique en fait. Donc là, moi je préfère toujours la même chose en fait. Je préfère le jouer au travers de sociétés diversifiées. À propos d'investir sur des horizons plus ou moins lointains, investir sur un tracker pour suivre un indice étranger, c'est une question de quelqu'un qui nous demande si c'est une bonne solution ou pas, les trackers. Je pense que oui. Oui, c'est une question d'opportunité, c'est-à-dire que, comme on dit toujours, en bourse, on gagne si on s'est associé avec des entreprises. Alors évidemment, acheter un tracker, c'est acheter un panier d'entreprises. A priori, faire confiance soi-même ou faire confiance à des spécialistes qui vous gèrent des OPCVM, surtout très anglais comme celui de ma voisine, ça doit être mieux qu'un tracker, mais le tracker est une bonne position soit d'attente, soit au contraire une position offensive. Là, je parlais par exemple, si je veux aller à la bourse de Séoul, c'est pas idiot de prendre le tracker pour 2 ou 3 mois, mais c'est pas... Bon, il faut rappeler peut-être ce qu'est un tracker pour commencer, c'est en effet une valeur mobilière qui permet de reproduire les mouvements d'un indice, qui permet d'éviter de refaire son petit marché, de racheter par exemple sur le CAC les 40 actions individuellement. Séparément. Que faut-il penser des niveaux, nous demande Maurice, de valorisation des valeurs de croissance comme Essilor, L'Oréal ou LVMH? Est-ce que certaines valeurs de croissance ont atteint leur pic selon vous, Marie-Jeanne? Alors, c'est vraiment une question... à 1000 francs. Oui, à 1000 francs. J'aimerais bien avoir la réponse. Bon. Non, en fait, des valeurs comme Essilor, c'est vrai qu'elle est très très chère, mais je dirais elle le vaut bien. Elle est exceptionnelle. C'est une société qui a... Si vous voulez, en fait, quand on investit sur les valeurs de croissance, on s'intéresse surtout au moteur de cette croissance. En fait, c'est un peu la dérivée seconde. On va être sûr que la courbe de croissance, le sous-jacent soit vraiment en accélération. Or, chez Essilor, il l'est, puisqu'en fait, il commence justement à adresser cette classe moyenne dans les émergents, où ils sont très très bien positionnés. Ils ont une énorme longueur d'avance sur tout le monde. Donc, en Europe, on vieillit, donc on voit moins bien. La diversification géographique, le vieillissement de la population en Europe, la classe moyenne dans les émergents, et l'innovation, et ils innovent de façon fabuleuse. Donc, et c'est une société extrêmement bien gérée, totalement internationale. Honnêtement, elle a bon partout. Donc, moi, je dirais que si on a, surtout, on ne les vend pas. Maintenant, les acheter aujourd'hui, c'est plus difficile, mais il faut les acheter, il ne faut pas regarder. Voilà, oui, parce que c'est... Oui, parce que le même raisonnement pouvait s'appliquer il y a 1 an. Et L'Oréal, le problème, et L'Oréal, LVMH. Alors, L'Oréal, en fait, ce qui est très positif, c'est qu'on commence à constater que sa présence dans les émergents, maintenant, permet de contrebalancer une Europe qui est un peu moins porteuse. Autrefois, quand l'Europe ralentissait, les résultats de L'Oréal n'étaient pas terribles. Aujourd'hui, on voit que malgré le ralentissement européen, de la consommation en Europe, la croissance des émergents, qui est plus de 35%, je crois, dans le chiffre d'affaires, est aujourd'hui suffisante pour tirer le... Oui, puis là, c'est comme Essilor, c'est quand même, mine de rien, appuyé sur des recherches et développements très importantes. Les shampoings pour les différentes ethnies ont été étudiés par L'Oréal depuis très longtemps. C'est quelque chose... Beiersdorf est dans le même cas. Là, on est en France, donc on parle de L'Oréal, mais... LVMH, LVMH, c'est très cher, bien entendu, mais vous n'avez pas beaucoup de vecteurs pour jouer ce secteur-là. Alors, le problème des valeurs chères, c'est que la moindre déception, comme vous êtes sur des taux de capitalisation élevés, peut être sanctionnée. Mais il faut attendre ça, il faut attendre ces petits trous d'air pour rentrer. Oui. Historiquement, quand il y a eu des petits trous d'air, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui est vrai, c'est que ça n'interdit pas de comparer, comme je vous disais tout à l'heure. Je pense que PPR, qui est devenu Kering, est plutôt... la restructuration n'est pas finie, donc la Fnac n'est pas cotée, il y a des marques qui doivent s'établir à un plus haut niveau, mais de toute façon... Louis Vuitton, Hermès et Chanel sont de toute façon les 3 marques qui, quoi qu'il arrive, sur lesquelles vous cherchez à investir. Comme vous pouvez, Hermès, c'est quand même très difficile et il n'y a pas de marché. Chanel, ça appartient à des particuliers, donc LVMH. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, finalement, par Bernard Arnault et ses équipes. On ne parle pas beaucoup de technologie. Est-ce que c'est parce que l'Europe est en retard Non, l'Europe n'est pas du tout en retard. On a d'excellentes valeurs de technologie sur le marché français. Avec notamment, nous, il y en a une que nous aimons beaucoup, qui est Gemalto, qui bénéficie aujourd'hui... moyens de paiement sécurisés. Voilà, qui est aujourd'hui toute l'identification en fait, qui est nécessaire. Et donc, ils ont un marché énorme devant eux, ce qui est difficile à quantifier. Donc, c'est un petit peu le problème aujourd'hui des analystes. Et comme la valeur a déjà beaucoup monté l'année dernière, c'était une des meilleures performances l'année dernière,
Aujourd'hui, elle marque un temps d'arrêt, mais moi je reste très positif sur le Enfin, potentiel. juste de dire qu'on ne parle pas de technologie alors qu'on a parlé de pharmacie, Ça, qu'on a parlé Ouais, d'aéronautique. bon, je reformule, oui. On n'en parle pas comme on en parle aux États-Unis avec des Facebook, avec des Apple Alors ou là, autres. donc là, on revient dans les TMT, quoi, les fameuses Ouais. médias technologies. On a d'abord des sociétés de services informatiques qui sont parmi les meilleures du monde et qui sont, on voit bien, Capgemini ou même Atos, ou quoi, chacun peut avoir sa préférée. C'est vraiment un secteur à suivre. On a une des 3 sociétés mondiales qui est championne pour les logiciels, hein, avec Dassault Systèmes. Et alors, Dassault Systèmes, c'est très cher. Alors, c'est très cher, donc c'était très anticipé, mais il y a un moment où, dans le cycle, Dassault Systèmes ou SAP, bon, c'est pas Microsoft, on ne vend pas au grand public, mais quand même, ce sont des perles. Et conférer Essilor, c'est-à-dire que ça peut... Voilà. Parfois, il faut miser sur les gagnants plutôt que d'essayer de... Oui, en bourse, il faut mieux viser sur les... La moyenne en haut, c'est toujours préférable. La moyenne en baisse. Même Ça, s'ils c'est sont déjà chers, en fait. C'est Là, ça ils sont déjà chers, mais là, justement, quand je parlais des moteurs de croissance, aussi bien sur Dassault Systèmes que sur une SAP, les moteurs sont allumés. Il y en a de plus en plus. Donc, c'est la révolution de l'imprimante 3D, par exemple, pour Dassault Systèmes, qui est quelque chose qui se profile et qui pourrait leur profiter. Dassault Systèmes, ils sont partis, en fait, au départ des dessins de moteurs de voitures, donc sur la 3D. Et aujourd'hui, leur savoir-faire s'applique dans plein de domaines, y compris l'architecture, l'alimentation. Enfin, les domaines d'utilisation de ces logiciels sont multiples et ils en bénéficient. En fait, Vous l'avez en portefeuille, celle-ci ? J'en ai malgré le prix, mais j'ai aussi, en fait, celle que je préfère, c'est SAP, parce que justement la valorisation et la valorisation relative est plus attractive. Donc, quand on dit qu'on a des technologies et on a des champions mondiaux, hein, alors ça se compare avec Microsoft quand même, ces deux valeurs. On en a valeurs. une qui s'appelle Soitec, on nous demande qu'est-ce qu'on en pense. C'est compliqué. Alors, là, allez-y. Non, moi, honnêtement, j'ai pas de... Non, le cycle des microprocesseurs, c'est un cycle très compliqué déjà. Si vous regardez les cours du leader mondial ou même de ST Microelectronics. Alors, le seuil et Soitec, c'est une super valeur de trading en réalité, parce que ça varie dans des bornes qui sont assez fixes. Donc, si on aime le risque, a priori, en achetant et en vendant dans les bornes... Pourquoi ils n'arrivent pas à en sortir parce que c'est vraiment la proie des spéculateurs ou... C'est quand même une niche dans un secteur qui est le plus cyclique, qui est un secteur avancé du cycle, donc pas du tout retardé comme le chômage. Alors ça fait beaucoup. Donc là, ça fait beaucoup de dérivés à Bon. C'est sportif. Une question qui est en marge, hein, mais on est là pour répondre aux questions que se posent les internautes sur leur argent. Que pensez-vous du risque sur les fonds en euros ? Sont-ils réellement garantis en capital ? Est-ce qu'on est encore à se poser ces questions ? Et non, ils ne sont pas garantis en capital. Vous avez un contrat d'assurance, c'est votre assureur qui est responsable. Donc si AXA fait faillite et que j'ai un fonds AXA, voilà. La probabilité est quand même relativement faible. Oui. Donc c'est la solidité de celui qui vous l'a vendu qu'il faut regarder. On parlait des ETF tout à l'heure. Par exemple, quand on achetait de l'ETF or, on n'achetait pas de l'or, on n'avait pas de l'or dans sa poche des Napoléons. Donc, on avait droit à avoir l'équivalent du cours de l'or sur une banque à New York ou ailleurs. Donc si la banque saute, l'ETF saute avec. On n'en est pas là, même s'il y a 1 ou 2 ans, on a bien cru qu'il y avait des banques qui allaient sauter. On arrive au terme de cette émission. Peut-être un mot de conclusion, l'un et l'autre, sur ce que l'on peut attendre pendant cet été. Tiens, on va bientôt partir sur les plages. Vous partez sereine, Marie-Jeanne, hein. Parce que souvent l'été, hein, on a vu, il peut se passer des choses. Je crois que dans ce Bonne métier, ou mauvaise. on est rarement serein dans ce métier, malheureusement. Vous gardez votre téléphone. Et qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase de volatilité qui va continuer dans les mois à venir, puisque, comme je vous dis, on est entre deux... On oscille avec une politique monétaire qui est moins certaine qu'elle l'était hier. Donc, forcément, on aura de la volatilité, mais je pense qu'il faut être investi sur les actions aujourd'hui. C'est une conviction profonde, étant donné que les niveaux de valorisation sont encore intéressants et que l'économie mondiale est quand même relativement bien orientée, même si la France ne va pas très bien. Oui. Le fait qu'on n'aille pas très bien est plutôt un indicateur d'achat parce qu'on n'est plus très très loin du bas. Alors soit ça se met à redévisser complètement. On voit bien que les banques centrales soutiennent. L'été, effectivement, n'est pas une période archi favorable. Mais encore une fois, la consolidation, puisqu'il y a quand même consolidation, semble se faire plutôt sur les cours élevés plutôt que d'aller chercher... Une dernière question, on nous demande le CAC à la fin de l'année, il est à combien ? La question, là aussi, qui vaut cher, est-ce que... 4100, on va dire. 4100 Oui, 4100, 4200. Ouais. Je pense qu'effectivement,
on va avoir des petits indicateurs du fait que ça aille mieux. Les élections allemandes seront derrière, hein, quand même. Ça c'est relativement important parce que l'inflexion budgétaire ou monétaire aura lieu à ce moment-là. Bon, on aura l'occasion d'en reparler sur Décideur TV via ces conférences live Before Bank. Merci en tout cas pour vos questions, pour votre écoute. Merci à tous les deux pour vos expertises. Merci. À très Merci. bientôt. Bonne journée.